Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce jeudi en Italie où il prendra part au sommet du G7 qui se tient à Bari du 13 au 15 juin. Le groupe algérien Sonatrach et la compagnie américaine Chevron ont procédé ce 13 juin à la signature d'un protocole d'accord en vue de développer les ressources en hydrocarbures. Un vent d'espoir souffle sur le Soudan, plus précisément sur la ville d'El Fasher, assiégée depuis des semaines par les forces de soutien rapide. Un projet de résolution devrait être voté ce jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous le disais à l'instant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est rendu ce jeudi en Italie pour prendre part au sommet du G7 qui se tient à Bari du 13 au 15 juin en cours, a indiqué un communiqué de la présidence de la République précisant que c'est à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, que le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est rendu en Italie pour participer donc au sommet du G7. Et par ailleurs, et au siège de sa résidence Messaria San Francisco, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu son homologue français Emmanuel Macron. Le groupe algérien Sonatrach a signé ce jeudi à Alger un mémorandum d'entente avec la société américaine Chevron en vue de développer les ressources en hydrocarbures dans les zones d'intérêt commun identifiées, notamment au niveau du bassin d'Ahnet et de Berkine. Le point avec Safwan Ben Sabri. C'est un nouveau pas vers le renforcement de leur coopération que franchissent la compagnie algérienne Sonatrach et la compagnie américaine Chevron. Les deux groupes ont procédé aujourd'hui à la signature d'un protocole d'accord dans les locaux de la direction générale de Sonatrach. Le groupe Sonatrach était représenté par son président directeur général Rachid Hashishi. Pour Chevron, c'est la vice-présidente du département exploration internationale du géant américain, Liz Schwartz. Le protocole d'accord signé par les deux parties constituera une plateforme de discussion portant sur la possibilité de développement des ressources en hydrocarbures des zones identifiées, notamment dans les bassins d'Ahnet et de Berkine. Dans ce cadre, l'accent sera mis sur les techniques de technologie de pointe ainsi que sur les méthodes pouvant assurer la préservation de l'environnement. Un nouveau partenariat dont s'est félicité le président directeur général de Sonatrach. Cette signature permet d'entrevoir des horizons prometteurs de développement du domaine minier national et traduit notre ambition commune d'exploiter de manière responsable et durable les ressources en hydrocarbures de notre pays. De son côté, la vice-présidente du département exploration internationale de Chevron, Madame Liz Schwartz, a rappelé la qualité du système pétrolier algérien. L'Algérie possède un système pétrolier de classe mondiale avec un potentiel de ressources pétrolières et gazières significatives. Compte tenu des capacités reconnues de Chevron et son expérience avérée dans le développement de toute forme de pétrole et de gaz. Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de synergie et de partenariat que nous pouvons créer avec Sonatrach.
Un partenariat qui ouvre donc la voie à de nouvelles possibilités, dont l'objectif reste le développement des ressources en hydrocarbures en Algérie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait voter ce jeudi une résolution pour l'arrêt du siège d'El Fasher, capitale de la région du Darfour du Nord au Soudan, une ville prise au étau par les forces de soutien rapide. Comme vous le savez, depuis le 15 avril 2023, le Soudan fait face à un conflit de haute intensité entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Le projet de résolution porté par le Royaume-Uni demande également l'arrêt immédiat des combats, la désescalade à l'intérieur et autour de la ville et le retrait de tous les combattants qui menacent la sûreté et la sécurité des civils. À noter que cette résolution sera adoptée si elle récolte 9 voix sur les 15 des pays membres du Conseil de sécurité, mais surtout qu'aucun pays membre permanent ne doit exercer son droit de veto pour qu'elle puisse passer. Et la situation humanitaire au Soudan continue à inquiéter les agences onusiennes. C'est au tour de l'OMS de tirer la sonnette d'alarme. En effet, selon l'organisation, la famine massive constitue un risque très réel dans certaines régions du Soudan, déchirées, comme vous le savez, par un conflit et qui rend l'aide médicale largement indisponible, a déclaré mercredi le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Selon les chiffres des organisations onusiennes, 8 millions de personnes au Soudan souffrent d'une grave insécurité alimentaire, dont 3,6 millions d'enfants frappés de malnutrition aiguë. La famine se rapproche rapidement pour des millions de Soudanais dans plusieurs régions du pays, notamment au Darfour, au Kordofan, à Al Jazeera ou encore à Khartoum, la capitale. 6 soldats nigérians ont été tués dans l'attaque d'un pipeline reliant le Niger et le Bénin au niveau de Gaïa. Selon les médias, les assaillants sont arrivés à moto et ont attaqué Tiberi à 14 km de Salkam. Précisons que pour le moment, aucun groupe terroriste n'a revendiqué l'attaque. L'inquiétude regagne les Dakarois et les défenseurs de l'environnement sénégalais et pour cause, la décision du gouvernement de suspendre tous les chantiers en construction le long de la corniche sénégalaise arrive à sa fin. Et pour le moment, le gouvernement ne s'est pas exprimé sur la marche à suivre. Petit rappel des faits, depuis des années, les Dakarois dénoncent la spéculation immobilière intensive sur leurs côtes. En effet, la multiplication des constructions fragilise l'économie et menace les habitants du littoral et la bétonisation des falaises et des plages a des effets directs sur les sols. Le 14 mai de l'année en cours, le gouvernement avait annoncé la suspension de tous les chantiers le long du littoral dakarois et de sa région, une décision fortement saluée par les défenseurs de l'environnement et les Sénégalais de façon générale. Ici, tout est privatisé, regardez. Toute cette côte est privatisée, c'est devenu impossible d'accéder à la mer sans payer, et ça ne devrait pas être le cas. Tout le monde doit avoir accès à la mer sans passer par un accès payant. La mer appartient à des privés. En Mauritanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 29 juin prochain démarrera officiellement ce soir à minuit et prendra fin le 27 du mois en cours. 7 candidats s'affrontent pour la magistrature suprême du pays, parmi lesquels l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani, dont le parti est largement arrivé en tête lors des dernières législatives municipales régionales de mai 2023, en raflant 107 des sièges sur 176 au Parlement. Et candidat également, Biram Da Abiad, arrivé, lui, deuxième lors de la présidentielle de 2019. Un autre visage connu des Mauritaniens est candidat. Il s'agit de Mohamed Limine El Hawawi, haut fonctionnaire au Trésor mauritanien. Et parmi les nouveaux candidats, on retrouve Hamidi Ould Sid El Mukhtar, candidat du Tawassul, ou encore l'avocat et député de la coalition Frude El Mohamdan, le professeur et neurochirurgien
Outouma Soumaré. Et enfin, le candidat de la formation Agidi MR Mamadou Boukara. Et dans un tout autre registre, et face aux multiplication des conflits à haute intensité dans le monde, un triste record vient d'être atteint. Le nombre de déplacés forcés dépasse la barre des 120 millions de personnes à travers le monde, a alerté le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui déplore le fait que ces chiffres ne cessent d'augmenter depuis au moins une dizaine d'années, regrettant tout autant la manière dont les conflits sont menés au mépris total du droit international. Ce qui ressort donc d'un rapport annuel du HCR qui précise par ailleurs que les conflits armés au Soudan ou encore le génocide à Gaza ont causé un déplacement massif des populations de ces pays. Nous sommes désormais 120 millions. L'année dernière, nous avions annoncé 114 millions, soit 6 millions de plus en un an. Aujourd'hui, certaines personnes sont rentrées chez elles, mais elles sont très peu nombreuses pour la plupart des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Mais sinon, entre le Soudan, Gaza et bien d'autres endroits, ce chiffre a continué d'augmenter. À moins d'un mois des élections présidentielles et législatives au Rwanda, Paul Kagame a opéré un remaniement ministériel, a indiqué un communiqué publié ce mercredi. Pour ce qui est des changements notables, on peut notamment citer le chef de la diplomatie, Vincent Biruta, qui prend la tête du ministère de l'Intérieur, remplacé par l'ancien ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas. Et Aimable Ngewemi a été nommé à la tête du National Intelligence and Security Service, les services de renseignement militaire, une première pour un civil au Rwanda. Pour rappel, la présidentielle et législative sont prévues le 15 juillet prochain. Paul Kagame est candidat à sa propre succession. Le gouvernement ivoirien prévoit d'augmenter pour 2025 son budget de 11,5% par rapport à celui de cette année. C'est ce qui ressort du dernier conseil du ministre tenu mardi à Abidjan. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, le budget de la Côte d'Ivoire sera d'environ 25 milliards de dollars en 2025 contre 22,5 milliards de dollars en 2024. Il a fait savoir également que cette tendance devrait se poursuivre. Ainsi, suivant les prévisions du gouvernement ivoirien, le budget annuel du pays passera de 28 milliards de dollars en 2026 à 28,679 milliards de dollars en 2027. Il a aussi indiqué que pour atteindre ces objectifs, la politique budgétaire de l'État sur la période 2025-2027 serait orientée vers une consolidation de l'efficacité et du renforcement des recettes intérieures. Le corps du vice-président malawi Solos Chilima, décédé dans un crash d'avion, sera inhumé lundi prochain dans son village natal au district de Nitu, à 175 km au sud de la capitale Lingwe, ont indiqué les autorités du pays. Le ministre de l'Information et de la Numérisation a indiqué qu'une enquête serait ouverte sur les causes de l'accident, malgré les mauvaises conditions météorologiques de ce jour-là. Pour rappel, lundi dernier, un avion militaire appartenant aux forces de défense du Malawi s'est écrasé dans la forêt en dehors de la ville de Mzuzu, au nord du pays, alors qu'il tentait de retourner vers Lingwe, la capitale, à cause du mauvais temps. Madame, Monsieur, c'est ainsi que va l'actualité africaine. Pour l'ensemble de ces informations et bien plus encore, suivez-nous sur nos plateformes digitales et retrouvez à 10h Abdelkader Drief pour le 19 Info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour Cap sur l'Afrique à partir de 22h. Excellente suite des programmes sur A24 News.